toutes dernières personnes qui viennent d'arriver donc dans ce webinaire sur l'appel à projet Gringo. Donc, ce que je vous ai dit on aura 3 temps en tous les cas prévus durant ce webinaire qui va durer à peu près 1 heure, hein, pas plus. Mais donc Nicolas Tonnet, et je le remercie encore, donc, a accepté de présenter donc, cet appel à projet lancé par l'ADEME qui est le Gringo. Donc je ne vais pas trop tout dévoiler, mais donc je lui laisserai la parole pour présenter tout ça. Et je remercie aussi Alexandra pour présenter le retour d'expérience, en tous les cas, de Crystal Union et donc de sa filiale Crystal Co dans cet accompagnement proposé par l'ADEME Gringo, puisque ça a été une des premières structures à suivre ce programme d'accompagnement. Et donc après, on aura une séquence de questions-réponses si vous souhaitez avoir de plus amples informations, aussi bien sur les actions menées par Crystal Union Crystal Co que par l'appel à projet qui est lancé par l'ADEME. Est-ce que tout cela vous convient? Il n'y a pas de problème? Ok. Eh bien, Nicolas, pour commencer. Ok, merci Benjamin. Donc effectivement, bonjour à tous, Nicolas Tonnet, à l'ADEME, service forêt, alimentation, bioéconomie, et je suis notamment en charge avec une autre personne, Vincent Collomb, que vous connaissez peut-être, la thématique éco-conception dans les filières alimentaires, et puis aussi sur tout ce qui est innovation dans les filières alimentaires. Alors effectivement, je vais vous présenter l'appel à projet et plus généralement le programme Gringo, qui est un programme qui a été initié il y a quelques années et qui maintenant se matérialise avant tout par des appels à projets annuels et puis je vous dirai aussi par quelques autres petits éléments. Donc merci Benjamin. Juste 2 slides pour vous, pour traduire un petit peu la politique qu'il y a derrière ce programme Gringo et notamment d'avoir une analyse la plus globale possible et multicritère, en tout cas, sur les enjeux environnementaux liés à l'alimentation. De quelques petits chiffres pour montrer que selon le scope, en tout cas, que l'on utilise, que ce soit un scope sur la consommation ou l'efficacité, la consommation énergétique ou les émissions de gaz à effet de serre, l'alimentation et notamment les étapes qu'il y a derrière l'alimentation ressortent avec des poids vraiment très différents. Notamment quand on regarde sur la pure empreinte énergétique, il y a une assez bonne répartition, en tout cas, des différentes étapes, que ce soit de l'amont agricole, la transformation, les transports, la distribution. Alors que si on s'intéresse toujours sur l'alimentation, à la question des émissions de gaz à effet de serre, on se rend compte que l'agriculture a un beaucoup plus fort poids, en tout cas, que les autres étapes. Alors c'est important, c'est notamment pour montrer que ce qui va nous intéresser dans les démarches d'éco-conception, c'est de ne pas rester uniquement sur une seule et même approche, que ce soit juste une approche gaz à effet de serre, soit juste une approche consommation d'énergie, ou soit juste derrière une approche, par exemple phyto, mais justement de regarder un petit peu ces questions d'impact environnementaux mais avec différentes lunettes, en tout cas pour être sûr qu'il n'y a pas des éléments en tout cas qui passent en dehors du scope. Alors si on passe à la slide d'après, encore voilà, des petits éléments de contexte là-dessus. Quand on regarde l'empreinte environnementale, donc du champ à l'assiette, en tout cas, des produits que nous consommons, mais ça c'est des choses que vous devez bien avoir en tête quand même. Alors évidemment, il y a différents impacts, que ce soit les impacts liés à la qualité de l'air, à la consommation d'eau, consommation d'énergie, émissions de GS, impact sur la biodiversité, impact sur les sols, qui sont répartis selon la chaîne de valeur alimentaire, les différentes étapes, et puis on se rend compte encore une fois que la production agricole recense en tout cas beaucoup de ces impacts, et notamment d'où la volonté en tout cas qu'on souhaite mettre dans tous les projets qu'on va accompagner, on va en parler après, sur ces démarches d'éco-conception ou d'amélioration de la performance environnementale des produits, un scope qui regarde pas uniquement, mais qui regarde notamment la partie production agricole, et qui ne se limite pas uniquement à, comme longtemps, on a cantonné en tout cas les démarches éco-conception à des démarches d'éco-conception emballage. Là, vraiment, justement, s'il y a bien une chose à retenir initialement, c'est que là, on est vraiment sur des démarches d'éco-conception qui vont bien au-delà de cette question emballage, qui est effectivement un problème, mais qu'il faut remettre bien à sa place et à la hauteur de cet enjeu-là, parce que aussi
se cache beaucoup encore derrière ces questions d'éco-conception, notamment la question de la production agricole, que ce soit production agricole pour une alimentation humaine ou même production pour l'alimentation animale. On peut passer à la slide d'après. Donc, juste pour dire, il y a deux démarches à l'heure actuelle qui se font un peu en parallèle côté ADEME. Il y a la démarche du programme Agribalise, que certains d'entre vous doivent bien connaître, qui est la production et la publication de données de référence sur les impacts environnementaux des produits agricoles et alimentaires, avec des mises à jour qui se font assez régulièrement, voilà, tous les 2-3 ans. Alors c'est l'objet d'un programme collaboratif, hein, pas uniquement ADEME, il y a énormément d'organismes de recherche, d'instituts techniques, de coopératives, de bureaux d'études qui sont associés pour la production de ces différentes données. Donc ça, c'est déjà un premier point. Cependant, on s'est rendu compte, et ça c'est pour expliquer un petit peu la naissance du programme GreenGo, c'est pas en mettant les données qu'on s'assure qu'elles servent et qu'elles soient utilisées. Et c'est un peu l'essence du programme GreenGo de se dire, au-delà de cette publication pour tous, et de façon libre en tout cas de ces données, c'est d'accompagner des acteurs pour qu'ils s'emparent de ces données, pour qu'elles puissent les accompagner, leur servir en tout cas dans des démarches d'éco-conception. D'une, pour identifier là où se fait l'impact environnemental de leurs produits alimentaires qu'ils mettent sur le marché, et puis derrière, qu'ils puissent surtout se mettre en mouvement, ou en tout cas identifier des meilleures pratiques, et derrière les mettre en œuvre. C'est ça un peu vraiment l'essence de ce programme GreenGo, c'est utiliser et s'approprier un petit peu ces données-là, et surtout venir les compléter si voilà, il y a des petits ajustements à faire, et surtout en tout cas qu'elles puissent servir à ces démarches-là d'identification de bonnes pratiques, de quantification des gains environnementaux possibles, et derrière de mise en œuvre de ces différents leviers pour, in fine, arriver un petit peu à des gains environnementaux, alors qui doivent pas rester dans un placard, évidemment non, mais qui doivent aussi permettre de communiquer auprès du consommateur sur voilà quelles sont les démarches qui ont été mises en place et quels sont les gains qui ont été permis par ces différentes démarches. Alors, slide d'après. Ouais, juste pour, en plus de ces deux éléments qui sont portés Ouais. par l'ADEME aujourd'hui, il y a un troisième élément hein, qui commence à poindre le bout de son nez, c'est tout ce qui est la question affichage environnemental, avec l'expérimentation qui a été lancée en février. Je fais une petite digression, où on a eu une première réunion il y a peu de temps, et donc côté coopérative, on vous transmettra des informations très prochainement pour que vous puissiez participer à cette expérimentation sur l'affichage environnemental. C'est quand même des sujets assez connexes, mais voilà, c'était juste ça, ma petite digression. J'arrête. Complètement, très bon ajout. Alors, ce programme GreenGo, il y a deux familles d'objectifs pour une entreprise ou pour une filière. On va voir ensuite sur les cibles de cet appel à projet. Le premier grand objectif, c'est de faire en sorte que dans le cadre de vos stratégies de développement, stratégies de diversification, stratégies de conception, en tout cas de formulation de nouveaux produits ou de production de nouveaux produits, d'intégrer le volet environnemental et la performance environnementale, que au-delà de la question technique, au-delà de la question économique en tout cas, qu'il puisse y avoir une dimension performance environnementale qui vienne s'adosser à ces différents critères de choix et indicateurs en tout cas qui gouvernent et qui accompagnent vos réflexions, vos positionnements stratégiques en tout cas. Et donc d'aider les entreprises à se doter d'indicateurs pertinents, suffisamment robustes en tout cas, et d'une compétence interne qui va permettre de les accompagner à court, moyen terme, en tout cas sur les choix techniques qu'ils vont devoir apporter, que ce soit des choix techniques sur la production agricole, que ce soit des choix techniques sur le sourcing de matières premières, que ce soit des choix techniques sur la formulation de telle ou telle recette, mais voilà, que en plus, encore une fois, de ces indicateurs classiquement utilisés, techniques, organoleptiques, économiques ou autres, en tout cas, il puisse y avoir des éléments environnementaux, en tout cas, qui les aideront à se positionner. Et puis le deuxième objectif, c'est vous accompagner dans une première démarche. Donc vous accompagnez et vous financez, en tout cas, dans une première démarche d'amélioration de la performance environnementale de vos produits, que ce soit un produit, une gamme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une démarche de performance environnementale? C'est on verra après un petit peu sur un planning type d'un projet, c'est déjà bien connaître de là où vous partez.
Et puis derrière, d'identifier des pratiques, de quantifier les gains environnementaux qui seraient possibles en mettant en place ces pratiques, tout en n'ayant aussi un regard économique et technique sur la faisabilité de ces pratiques-là, et puis derrière, de vous accompagner sur une phase de mise en œuvre de ces pratiques. Alors, il y a eu un appel à projet en 2019, il y a un appel à projet en 2020, il y aura un appel à projet en 2021, j'en parlerai un peu, parce que qui plus est, là, les échéances sont assez proches. On ne privilégie pas à l'heure actuelle de structure, donc c'est assez large, que ce soit un porteur de marque régionale, que ce soit un porteur de label, SICO, AOC, que ce soit un distributeur également, on travaille notamment avec Casino sur une démarche, ou même une entreprise plus petite, en tout cas porteur d'une marque dans l'agroalimentaire. À l'heure actuelle, on balaye assez large, en tout cas sur les cibles de cet appel à projet. L'élément peut-être à avoir en tête, en tout cas pour être réellement éligible et jouer à plein, en tout cas, les objectifs de ce programme-là, c'est que le porteur de projet doit disposer de leviers d'action, en tout cas, qui va permettre d'agir sur la performance environnementale finale du produit. Ces leviers d'action, ce sont des cahiers des charges, ce sont un outil de production, un outil de process en tout cas, mais que lui-même ait la main en tout cas sur ces différents leviers qui forcément seront questionnés au moment de l'identification et de la sélection des bonnes pratiques pour répondre à une démarche d'éco-conception. Alors, si on passe à la slide juste d'après, je vous le disais, si on regarde un petit peu les projets qui sont accompagnés à l'heure actuelle et ceux sur lesquels on est en discussion, il y a un peu un planning type. Ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas d'autres types de projets, mais voilà, en tout cas pour vous donner déjà un petit éclairage sur ce qui est financé. Grosso modo, c'est des projets entre 18 et 24 mois. On en a des plus courts et on en a qui vont jusqu'à 36 mois. Ça, c'est pas une limite définitive que l'on se fixe. Et ils passent par différentes étapes. Là, ce que je vous disais tout à l'heure, la première étape, c'est déjà de savoir d'où on part en matière de performance environnementale des produits agricoles ou produits alimentaires qui sont mis sur le marché. Donc c'est cette étape de diagnostic qui se fait généralement assez rapidement, de l'ordre de 4 à 6 mois. C'est vraiment pas l'objet simple du projet. L'objet, c'est vraiment de partir de cet état de diagnostic et derrière de s'engager en tout cas dans une démarche d'évolution avec à la fois une étape d'identification de leviers de progrès, de pistes d'action qui vont être quantifiées, de voir voilà, comment elles peuvent être quantifiées d'un point de vue plus-value environnementale et puis derrière d'un point de vue coût économique et faisabilité technique évidemment. Et puis derrière d'avoir également une phase assez importante de mise en œuvre de ces pratiques retenues. C'est des choses qu'on n'avait pas forcément très bien dimensionnées sur les tout premiers projets qu'on a accompagnés. Là, on souhaite vraiment mettre en tout cas l'accent sur les projets qu'on retient, justement sur cette phase de mise en œuvre pour qu'à la fin du projet, il puisse y avoir déjà une première quantification qui soit faite en disant, ben voilà effectivement ce qu'on a testé, voilà ce que ça nous a permis en tout cas d'atteindre comme gain environnemental. Résultat, à l'heure actuelle, on a à peu près une grosse vingtaine de projets, donc on peut passer à la slide d'après, sur l'ensemble du territoire, donc ce qu'on appelle les opérations pilotes, comme vous pouvez le voir donc, dans les différentes régions de France, qui sont portés par des acteurs petits, moyens, gros, et sur tout un tas de filières différentes. On peut peut-être passer à la slide d'après, Benjamin. C'est fait. Sur Cocotine. Ah non, pardon. Alors, bon, ça doit plus s'afficher. Non, mais alors la slide d'avant, pardon. Parce que moi, je suis toujours sur la slide 6, c'est pour ça. Mais si vous avez la carte de France devant vous, c'est très bien. Voilà, c'est celle-là que je voulais. Donc vous le voyez à travers cette présentation, différentes filières, que ce soit filière animale, filière viticole, tout ce qui est production riz avec projet porté par Panzani, projet sur des biscuits ou sur des boissons végétales avec notamment des projets portés par Bonne Terre et Compagnie ou par La Vie Claire, projet porté par une fromagerie dans le Grand Est. Enfin, voilà, tout un tas de différents projets en tout cas qui sont à des états de maturité assez différents. La plus grosse partie des projets là ont été lancés l'an dernier. Donc c'est plutôt des projets qui sont qui démarrent. Il y a quelques projets qui se sont achevés, mais c'est vraiment, ça se compte sur les doigts d'une seule main. Je vais en présenter un juste après, qui est le projet Cocotine. Et puis, il y a le projet porté par Cristal Union qui vous sera présenté à la suite. Sinon, les autres projets sont vraiment dans ces premières étapes là soit de diagnostic, soit de tout début d'identification des pistes d'éco-conception.
Donc slide 8, effectivement, donc je vous en parlais, projet qui s'est achevé il y a quelques mois, projet porté par Cocotine de la coopérative d'Aussi, maintenant Eureden, qui sont engagés dans une démarche d'éco-conception dans la filière œufs en travaillant sur leurs différents ovoproduits et en regardant quelles étaient les différentes pistes qui pouvaient être mises en œuvre, en tout cas, pour derrière travailler sur les gains environnementaux selon les différents indicateurs qu'ils regardaient. Donc là, un petit tableau à droite qui vous résume un petit peu les gains qui peuvent être obtenus sur différents indicateurs qui sont généralement des indicateurs de la méthodologie analyse de cycle de vie. Et de voir, voilà, ils ont testé en tout cas différentes pistes, que ce soit des pistes sur énergétique, sur la partie transformation des produits, la question de la suppression des navettes entre les élevages, la casserie et puis encore une fois les usines de transformation. Ils ont regardé aussi quelques différents scénarios sur tout ce qui est emballage, donc l'utilisation de parquet de cellulose avec des films operculés. Et puis également, fortement, ils sont également intéressés à toute la question de l'alimentation des poules, de voir voilà, de quelle façon, en tout cas en revoyant en tout cas cette alimentation, et puis également à regarder un petit peu les différentes races qu'ils pouvaient utiliser, comment ces différentes pistes en tout cas pouvaient permettre d'atteindre et derrière de valoriser auprès du consommateur en tout cas cette démarche-là et les gains environnementaux qui étaient permis. Ce qui permet voilà, d'identifier un scénario sur lequel, en croisant à la fois des plans alimentaires optimisés, des économies d'énergie au niveau du process et puis l'utilisation d'emballages un peu particuliers, en tout cas de pouvoir valoriser, c'est vraiment ça aussi l'objectif, ça reste dans un univers économique, donc l'objectif premier aussi pour vous est de pouvoir communiquer et valoriser et témoigner auprès de le consommateur et que ça en soit aussi un argument en tout cas de commercialisation et de vente en tout cas pour se différencier en tout cas par rapport à éventuellement à d'autres concurrents. Le deuxième exemple, alors c'est pas un projet qui est terminé, loin de là, mais pour vous donner, pour vous dire un peu le panel de produits sur lequel on accompagne des initiatives. Donc projet porté par Lobodis, donc sur la filière café, projet produit plus exotique en tout cas. On se limite pas uniquement à des produits uniquement sur le territoire métropolitain. Donc, projet porté par Lobodis qui va s'intéresser sur différents de leurs produits, que ce soit des sachets unitaires de 150 et 500 grammes et également des modules de vente en vrac qui commencent à développer, notamment avec des acteurs de la GMS, de voir voilà, comment à la fois des actions, que ce soit sur la production agricole, parce que dans le cadre de ce projet, donc, il y a un partenariat avec une coopérative au Pérou, donc, que ce soit sur cette étape amont agricole, mais également sur toute la partie transformation, torréfaction liée à ce produit-là, et puis conditionnement, et notamment, comment derrière ils vont, voilà, encore une fois, quelles actions ils vont pouvoir mettre en place pour quel gain environnemental. Ils en sont là à l'heure actuelle, voilà, ils sont en train de finaliser cette étape de diagnostic, typiquement, et sont en train d'organiser des petits ateliers, en tout cas de collaboration entre ces différents acteurs et entre les différentes directions de chez Lobodis, pour justement identifier et quantifier en tout cas les leviers qui pourraient être mis en œuvre au cours des 12-18 prochains mois du projet. Slide d'après, donc si on regarde un petit peu, pour vous donner un petit peu de différents exemples, ça n'a pas vocation à être exhaustif, mais c'est pour voilà, donner des exemples d'objectifs qui peuvent être poursuivis par les projets. Les projets qu'on accompagne, ils peuvent avoir comme objectif de se doter d'un outil permettant d'évaluer la performance environnementale de nouvelles recettes de façon un petit peu systémique, ou de réfléchir à l'introduction de nouveaux ingrédients, notamment d'ingrédients intéressants au niveau environnemental, d'explorer la faisabilité de solutions de rupture, que ce soit des solutions autour de l'emballage, que ce soit des solutions, encore une fois, au niveau de la substitution d'ingrédients, d'explorer aussi d'autres voies de valorisation que la méthanisation ou l'alimentation animale pour les coproduits, en regardant toujours de la même façon quelle est l'efficacité environnementale, en tout cas de ces différentes alternatives. Et puis, surtout aussi en interne, c'est de former et de mettre à disposition des indicateurs aux principaux experts métiers dans vos structures, afin qu'ils puissent intégrer plus facilement et systématiquement, en tout cas, ce volet environnemental dans leurs différentes actions et opérations à l'avenir. C'est vraiment sur un accompagnement court et moyen, voire long terme en tout cas, pour que les accompagner dans bénéficier d'outils qui leur permettent de
correctement dimensionner et quantifier ces différents, le volet environnemental et les impacts environnementaux associés aux produits qu'il formule. Pour terminer, un point non négligeable qui est les projets qu'on accompagne. Les projets qu'on accompagne, c'est des projets quand on regarde en tout cas, donc quand on regarde les coûts, ce qu'on appelle les coûts internes, donc c'est tout ce qui est rémunération des personnes, des structures qu'on accompagne, et derrière et également les coûts de prestation quand il va s'agir de mobiliser un bureau d'études, notamment en évaluation environnementale, en éco-conception. Ce sont des budgets avec des coûts entre 50 et 200 kg. Encore une fois, c'est pas des limites strictes, hein, il y en a des un peu plus conséquents parce que plus global ou parce que projet portant sur différentes ODG par exemple. Des projets en moyenne de 12 à 24 mois, et puis des aides que nous on apporte, qui sont un peu modulées selon la taille des entreprises, qui sont avec une petite bonification pour les plus petites entreprises, notamment. Deux derniers points pour finir. Le premier point sur tout ce qui est bilan et confidentialité. Évidemment, dans tous les projets qu'on accompagne, on respecte la confidentialité des projets, des données en tout cas qui émergent et qui sont utilisées par les entreprises. On n'a à aucun moment en tout cas, on ne communiquera sans l'accord des porteurs de projets sur les différents sur les projets ou sur les résultats qui seraient obtenus. On demande cependant un minima en début de projet de pouvoir bénéficier d'un petit recto verso en tout cas qui puisse témoigner de l'engagement de telle ou telle entreprise et telle ou telle filière dans une telle démarche. Et puis, en fin de projet, on demande à ce qu'il y ait un 4-5 pages assez synthétique qui permettent de présenter ce sur quoi apporter la méthode, de ce sur quoi, enfin voilà, de façon un peu globale, mais quelles ont été les actions qui ont pu être mises en place et surtout quels gains environnementaux ont pu être permis par la mise en œuvre de ces différentes actions. Le dernier point, je finirai là-dessus. Certains d'entre vous l'ont très certainement vu ou ont même suivi cette formation-là. Il y a un MOOC qui a été publié, qui a été joué en 2019 et rejoué en 2020 au printemps, justement pour acculturer et pour former en tout cas tout un tas d'acteurs des filières alimentaires sur la question de la performance environnementale et des démarches d'éco-conception. MOOC qui fait intervenir donc différentes personnes, que ce soit d'organismes de recherche ou d'instituts techniques notamment, et qui permet également dans lequel il y a des témoignages de différentes entreprises qui se sont impliquées ou qui sont en cours d'implication, en tout cas dans telle démarche, notamment aussi bien Dossi, Casino, ENAF également, pour lesquels on vient de lancer un projet. Donc c'est un MOOC qui, je ne sais pas s'il sera rejoué en 2021 pour une 3e saison, parce que ça pose tout un tas de problématiques de logistique par rapport aux intervenants. Cependant, j'ose espérer pouvoir, d'ici la fin du mois, pouvoir vous donner ce qu'on essaye de pousser à l'heure actuelle, c'est de donner la possibilité à ceux qui le souhaitent, à ceux qui nous en feraient la demande, en tout cas, accès aux différentes formations et à différents contenus, en tout cas de ce MOOC, et notamment les vidéos, pour que vous, en interne, vous puissiez, si vous ou si vous montez une petite task force sur l'éco-conception, que vous puissiez vous en servir en tout cas comme d'un outil en tout cas d'acculturation et de première formation à ce qu'est une démarche d'éco-conception, qu'est-ce qui se cache derrière cette terminologie-là, et d'essayer un petit peu de vous donner des premières pistes en tout cas de réflexion sur comment je pourrais traduire et m'inscrire dans une démarche d'éco-conception dans le cadre de l'organisme et dans le cadre des produits que je mets sur le marché. Voilà, je vais m'arrêter là. Évidemment, la présentation est à votre disposition. Et puis voilà, il y a nos 2 contacts à moi-même et à Vincent, sachant qu'il plus est qu'on travaille énormément avec nos directions régionales sur ce dispositif-là. Donc ce sont aussi des bons contacts dans nos différentes directions régionales ADEME pour échanger en tout cas sur cette thématique de l'éco-conception. Merci en tous les cas, Nicolas, pour cette première partie de présentation du projet Gringo. Et il y a eu déjà quelques exemples de démarches qui ont été accompagnées jusqu'au bout, hein, et puis des démarches qui sont au cours et actuellement. Mais pour faire peut-être un peu plus un focus et illustrer le type de projet qui peut être accompagné dans le cadre du projet Gringo. Je vous propose maintenant donc le témoignage de Cristal Union Cristalco par l'intermédiaire d'Alexandra Pietri pour expliquer un peu ce qui a été fait dans cette démarche d'éco-conception sur la filière betterave-sucre. Merci Benjamin. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alexandra Pietri, responsable RSE de Cristalco, qui est la filiale commerciale du groupe Cristal Union. Slide suivante, s'il te plaît.
Donc l'idée, c'est déjà de vous présenter quel est notre groupe pour que vous puissiez comprendre nos enjeux et ce qui nous a drivé dans l'étude d'éco-conception. Donc Cristal Union est un groupe coopératif français agro-industriel. Nous produisons du sucre, de l'alcool et du bioéthanol à partir de betteraves, ainsi que des produits à destination de l'alimentation animale. Nous représentons à peu près 10 000 coopérateurs agriculteurs qui vont nous livrer de la betterave sucrière. Grâce à 2200 salariés, nous transformons ces betteraves en sucre, en alcool et en bioéthanol sur 13 sites industriels, sucreries et distilleries. Et la surface betteravière qui nous alimente représente à peu près 40% de la surface en France, donc à peu près presque la moitié. Slide suivante, s'il te plaît. La RSE est clairement au cœur de notre politique du groupe. Notre mission est claire, c'est l'accompagnement du développement de nos clients au service de nos coopérateurs et avec les compétences de nos équipes. Notre vision est vraiment la valorisation de l'énergie de nos territoires avec un ancrage qui est assez conséquent, ancrage territorial. Nos valeurs s'articulent autour des 4 suivantes, que sont la maîtrise de nos opérations, la compétitivité de nos activités, la responsabilité de nos actions et la culture collaborative qui nous anime énormément dans le groupe. Nous avons 4 engagements RSE que je vais vous présenter rapidement par la suite et 8 indicateurs stratégiques de notre démarche. Slide suivante, s'il te plaît. Les engagements RSE, le premier est d'apporter des solutions durables à nos clients. Donc, ça démarre au champ et c'est la chance que nous avons en étant une coopérative, c'est de pouvoir justement pouvoir travailler directement à l'origine au niveau du champ. Ça passe par des sujets d'innovation, également le sucre bio et bien évidemment la relation avec nos clients. En deuxième, la durabilité comme levier de performance industrielle. Et en fait, on se rend compte que ça prend réellement du sens avec tout le travail au niveau de nos usines, la valorisation de la plante, l'économie circulaire, la gestion optimisée de l'eau, des consommations. Donc, c'est un sujet très important pour nous. En troisième, le développement des talents de la coopérative et avec la sécurité qui est un axe fort chez nous. Et enfin, l'innovation au cœur de nos territoires. Slide suivante, s'il te plaît. La betterave, une plante valorisée à 100%, qui a une vie assez extraordinaire puisque ça commence au champ avec nos agriculteurs qui nous livrent annuellement environ 15 000 millions de tonnes de betteraves, transportées de manière la plus durable possible jusqu'à nos usines. À nos usines, donc développer le talent de nos collaborateurs, c'est quelque chose de très important parce que c'est grâce à ça, ce sur quoi repose toute la transformation de nos produits, avec notamment l'appui de partenariats avec des acteurs du territoire. Et nos produits vont pouvoir être acheminés vers à peu près 2000 clients dans une centaine de pays grâce à une supply chain agile et via la société de commercialisation qui est Cristalco, qui a développé des expertises en fonction des applications de nos clients et 3 marques au niveau du grand public. Donc le sucre d'Adi, le sucre sous la marque Erstein, qui est une marque localisée principalement en Alsace, et la marque Eridania pour le sucre commercialisé en Italie. Slide suivante, s'il te plaît. Notre projet d'ACV d'éco-conception. Donc je vais pouvoir du coup vous présenter notre retour d'expérience et ça va vous permettre d'avoir une petite idée de ce que vous pouvez attendre de ce type de projet très très riche. Donc notre projet initial, c'est de pouvoir réaliser donc une ACV, une analyse de cycle de vie, pour la production, l'emballage et la commercialisation d'1 kilo de sucre blanc en France. Donc, nous avons eu la chance d'être sélectionnés par l'ADEME dans le domaine d'éco-conception des filières alimentaires pour les projets d'ACV. Nous pouvons compter en partenaire financier l'ADEME à hauteur de 45% et bien évidemment le Cristal Union qui a complété. En termes de partenaires techniques, nous avons bénéficié de l'expertise du cabinet EVA et Xavier Joly Conseil. Les acteurs impliqués sont ceux qu'on a cités ci-dessus, avec bien sûr des agriculteurs coopérateurs et Cristalco qui s'est également associé. Et en termes de période du projet, justement, donc, on parlait à peu près de 2 ans, de 18 mois à 2 ans au niveau de l'ADEME. Donc en ce qui nous concerne, c'est un projet qui a duré un petit peu plus de 2 ans. Alors, c'est une démarche volontaire, déjà c'est ce qui est important, et qui s'inscrit complètement dans la démarche d'amélioration de la performance agro-industrielle avec une vision produit. Et c'est ce qui est important parce que jusqu'à présent, on fonctionnait beaucoup avec des visions d'activité et là, on est vraiment tourné sur une vision produit.
Donc notre objectif, c'est de diminuer de 10% les émissions de GES au niveau de la filière de sucre blanc et de réduire bien sûr les impacts de la production agricole, industrielle aussi et conditionnement, mais principalement sur la partie agricole et conditionnement. En termes d'objectifs, en fait, ils sont multiples et ils ont déjà été présentés, je trouve, très bien par l'ADEME. Donc ça va faire un petit peu redite, mais vraiment pour nous, c'est clairement, une manière de se préparer et d'anticiper les évolutions réglementaires. Donc on parlait de l'affichage environnemental tout à l'heure, par exemple. C'est aussi, pour nous un moyen d'améliorer la maîtrise de cet outil d'ACV qui est quand même assez complexe et ça devient pour nous un outil d'aide à la décision au niveau stratégique puisque justement ça permet de pouvoir chiffrer et d'être une donnée d'entrée pour les réflexions stratégiques de notre groupe. C'est aussi une évaluation de la situation, déjà pour nous, un état des lieux et également pour pouvoir, se comparer à nos concurrents européens. Ça répond à une demande client et consommateur qui est en nette progression et c'est ce qui permet aussi d'être différenciant, et d'avoir aussi une valorisation commerciale. Et enfin, l'aspect communication externe, donc vis-à-vis de nos clients et au niveau des publications. Et encore, je pense que c'est en termes d'objectifs, c'est ce qui nous a animés, mais ça après chacun va pouvoir aussi, voir ce qu'il en est dans sa structure. Mais globalement, ça donne un bon état d'esprit de ce qu'on peut attendre. Le projet en lui-même, donc on va dire l'étape numéro 1, c'est vraiment l'ACV. Donc définir ce sur quoi on veut, avoir comme résultat d'impact environnemental. Donc pour nous, on s'est concentré sur le sucre blanc de betterave avec le conditionnement. Même si tout à l'heure, comme le disait Nicolas, l'éco-conception n'est pas à voir qu'au travers du prisme de l'emballage. Il faut vraiment voir ça dans sa globalité et on ne parle pas que d'emballage, clairement. La tâche numéro 2 pour nous, ça a été vraiment, l'expérimentation et l'éco-conception. Donc essayer de définir, les pistes sur lesquelles on veut pouvoir, avoir une évaluation environnementale, mais également économique et technique. Donc les 6 pistes, je vais les développer par la suite. Et enfin, le bilan final, donc la modélisation d'un produit optimisé avec, les impacts environnementaux et les pistes d'éco-conception, qui auront été explorées. En termes de packaging, donc on a fait, une étude sur 4 références. La boîte biosourcée, boîte box biosourcée, le profil pack qui est en PET, la boîte des bûchettes en carton et la saupoudreuse de sucre glace. En termes de modélisation, donc là, c'est au niveau industriel. L'enjeu, c'est de pouvoir modéliser son process en faisant des gros paquets et pour chaque, paquet entre guillemets, on va dire atelier, de pouvoir travailler sur, l'impact environnemental de chaque atelier avec les données d'entrée et les données de sortie. Donc en ce qui nous concerne, vous voyez, il y a toute l'étape de production, hein, pour arriver d'une betterave à un sucre cristallisé avec tout ce qui va être les coproduits. Donc pour nous, on a notamment, tout ce qui va à l'alimentation animale. Donc là, vous voyez aussi la partie distillerie qui n'a pas été modélisée dans l'analyse de cycle de vie que l'on a réalisé, mais c'est vraiment un travail de modélisation de son process qui est important. Slide suivante, s'il te plaît. Enfin, donc les pistes d'éco-conception que l'on a étudiées. Donc le premier, c'est alors ce qu'on appelle l'essai de cercosporiose. En fait, c'est tout simplement une maladie de la betterave. Donc nous, un premier axe de travail, ça a été justement de comparer les modes de traitement que l'on peut avoir pour combattre cette maladie très répandue sur la betterave et qui a le désavantage de diminuer le rendement de sucre dans la betterave. Le deuxième, ce sont les itinéraires techniques. Donc en fait, on avait fait une présélection de 100 agriculteurs et pour pouvoir réduire justement, le nombre d'agriculteurs, on a pris ceux qui avaient les 10 meilleurs rendements et les 10 rendements les plus faibles parmi ces 100. Donc ça nous a fait deux équipes d'agriculteurs sur lesquelles on a récupéré des données et qu'on a pu comparer. Le déterrage, donc tout simplement, parce que la betterave est dans la terre et nous, notre objectif, c'est que quand une betterave rentre dans une usine, elle ait le moins de terre possible, autour d'elle. Donc ça a été pour nous important de pouvoir faire un état des lieux sur l'impact de ce déterrage d'un point de vue environnemental et également économique.
Le quatrième point, c'est la filière de sucre bio de betterave en France. Donc tout simplement modéliser les itinéraires techniques entre une betterave bio et une betterave non bio pour aller jusqu'au sucre bio et non bio. Le cinquième, c'est l'observation des auxiliaires pour la lutte contre les pucerons. Donc là, c'est pareil, on reste au champ, hein. C'est un des ennemis de la betterave, le puceron. Donc pareil, un comparatif entre les auxiliaires qui permettent de combattre ces pucerons. Et enfin, la partie conditionnement et recyclabilité des emballages, donc avec l'étude de ces 4 packaging que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà un exemple de modèle que vous pourrez avoir. Donc là, il s'agit uniquement de la partie amont agricole, de la partie culture. Donc ce que vous voyez sur ce diagramme en bâton, vous avez en bas les différents critères de l'analyse de cycle de vie, puisque comme vous le savez, l'analyse de cycle de vie ne va pas donner qu'un impact d'émissions de gaz à effet de serre, il y en a plusieurs. Donc, vous avez le changement climatique qui est assez connu puisque on parle des émissions de gaz à effet de serre et pas que de CO2, hein, puisque vous avez les autres gaz avec un pouvoir réchauffant important. Vous en avez d'autres critères comme la partie formation d'ozone photochimique, l'acidification, l'écotoxicité, le potentiel de trophisation, la consommation des énergies non renouvelables, et vous pouvez avoir d'autres critères comme la consommation en eau, etc. Mais c'est assez cadré. Et en ce qui concerne la partie amont agricole, le fait de pouvoir dissocier justement les données d'entrée, ça nous permet d'avoir des catégories au niveau des impacts. Donc la partie des émissions au champ, la partie opération agricole, donc ça peut être l'utilisation de tracteurs à la ferme et donc par exemple de carburant, la production des produits en eux-mêmes, donc la production des pesticides, la production des fertilisants et également la production de la graine, tout simplement. Et le diagramme en bâton, qui est en relatif à 100%, vous permettra du coup de voir le poids des impacts selon les critères que vous pouvez avoir dans votre modélisation. C'est ce qui vous permet du coup d'avoir après des leviers, justement, se dire finalement la fabrication de la graine, c'est très très peu par rapport au reste au niveau des impacts, donc c'est pas forcément ce sur quoi il faut mettre le plus d'énergie. A contrario, vous avez notamment les opérations agricoles au niveau de la consommation des énergies renouvelables qui a un certain poids. Et enfin, ça permet aussi de vérifier, on va dire, la fiabilité de la modélisation, puisque dans ce qui est comparé pour chaque critère, vous avez le premier moins, qui est en fait le groupe d'agriculteurs qui avait les meilleurs rendements. Agribalise, donc Agribalise, c'est quelque chose qui a été évoqué par Nicolas. C'est une base de données des impacts environnementaux des cultures agricoles en France. Donc ça nous permet de nous comparer à quelque chose qui est connu. Et le plus, ce sont les agriculteurs qui avaient parmi les plus faibles rendements. Donc déjà, ça nous permet de voir qu'on s'inscrit globalement dans la moyenne, donc notre modélisation est quand même cohérente. On a une question de Christophe à Alexandra. Oui. Donc, voit-on une différence de performance environnementale entre la betterave bio et conventionnelle? Si oui, à l'avantage de laquelle? Alors, je ne vais pas présenter les résultats parce que l'idée, c'est pas tant de vous donner les résultats, mais vous montrer la méthode. Donc, je ne suis pas là pour vous parler des résultats, mais ça permet d'avoir des premières pistes. Alors, dans le retour d'expérience que j'ai mis par la suite, il y a quand même quelque chose qui ressort. C'est, on va dire, entre guillemets, je dirais, sur des filières qui sont naissantes, le manque de recul. Je m'explique, sur la filière bio, on est sur quelque chose qui est en démarrage, même si pour nous, on a commencé des pilotes en 2017, faisant que le résultat en lui-même peut être pris avec certaines précautions, dans la mesure où, en ce qui nous concerne, on a une usine qui fait du bio, et en fonction du volume qui est processé en bio, il va y avoir après des phénomènes je ne vais pas dire d'économie d'échelle, mais qui font que plus on va processer de la betterave bio et plus on va réduire son impact. Donc après, l'état des lieux est quand même à prendre avec des précautions, donc je ne vais peut-être pas développer les résultats, qui ne sont peut-être pas le cœur du sujet, mais en tout cas, ça a été très intéressant pour nous de faire ce comparatif. Et Christophe a une deuxième question. Avez-vous pu obtenir toutes les données primaires, notamment de l'amont, pour construire l'ACV? Alors oui,
Oui, on a réussi à les avoir parce que tout simplement déjà la partie industrielle, on a les données en direct. Sur la partie agriculteur, c'est justement la relation que nous confère la coopérative qui fait que l'on a pu récupérer les informations auprès des agriculteurs qui ont vraiment joué le jeu. Après, on est sur une vingtaine d'agriculteurs, donc ça permet vraiment de pouvoir consacrer du temps à chaque agriculteur pour récupérer les données à la ferme et de pouvoir fiabiliser au mieux. Donc oui, on a récupéré les résultats, mais comme je le cite effectivement dans le retour d'expérience, c'est quand même quelque chose qui est très long, il faut le savoir. Ce n'est pas sans prix. Et sans sueur. Et sans sueur, exactement. Et merci. Je vous en prie. Après, là, ce que je vous ai montré, donc c'est un graphique d'un exemple de la moire école, mais vous pouvez avoir d'autres résultats sous différentes formes. Ne serait-ce que nous, à gauche, il y a le split entre les deux groupes d'agriculteurs, ou après, au niveau industriel, avec les différentes étapes que l'on a définies dans notre système, comme la cristallisation, siroperie, diffusion, etc. Oui, effectivement, l'ACV après permet de modéliser quand même tous les impacts environnementaux sur la filière et donc après d'avoir des schémas, des diagrammes un peu différents en fonction des éléments qu'on souhaite évaluer. C'est quand même assez précis. Ah oui, complètement. C'est très intéressant pour ça. En termes de valorisation de communication auprès des parties prenantes, en ce qui nous concerne, ça a été assez riche parce que finalement, ça nous permet de valoriser ce travail-là auprès des agriculteurs, donc notamment avec nos systèmes de communication internes, que sont nos extranets, notre documentation durabilité dédiée aux agriculteurs, des réunions et également des supports de formation, puisqu'après, ça permet aussi de les accompagner sur les bonnes pratiques. Comme on le disait, c'est quelque chose qui permet d'identifier les bonnes pratiques, donc ça permet d'être un support pour pouvoir aider et former nos agriculteurs. Il y a tout l'aspect également client-consommateur, donc pouvoir discuter autour de synthèses, de résultats que l'on a pu obtenir, notamment avec les emballages et la grande distribution. Et enfin, de manière générale, toutes les parties prenantes, notamment au travers de nos rapports RSE et aussi avec les autres filières comme on le fait aujourd'hui. Et enfin, ce qui va peut-être le plus vous intéresser, donc c'est notre retour d'expérience. Donc sur les aspects, on va dire, de difficultés rencontrées et des remarques, c'est ce qu'on disait, la collecte de données. C'est une charge de travail qui est très conséquente et parfois sous-estimée au sein des organisations. Ouais, je mettrais un S à donner, puisqu'il y en a quand même pas mal à collecter. Oui, ça mérite. C'est de la donnée, mais c'est beaucoup de données en fait. C'est beaucoup de données, ouais. Énormément. Le peu de recul sur certaines données, c'est ce qu'on disait sur l'aspect bio. OK, on a un état des lieux, un résultat, mais clairement après, il faut le mettre aussi dans une perspective. Le fait que l'ACV reste quand même un outil complexe avec une certaine incertitude, notamment. Alors l'incertitude, c'est aussi intrinsèque aux données que l'on utilise, puisque nous, on va rentrer nos propres données, mais après, ça fait appel en fait à des modèles qui sont déjà prédéfinis. Par exemple, on parlait de l'impact de la production d'un produit chimique. Nous, on va dire combien on a utilisé de produits chimiques, mais c'est pas nous qui allons faire le calcul de la fabrication de ce produit chimique, par exemple. C'est une donnée qui existe déjà et qui a sa propre incertitude, qui est quand même faible, mais bon, faut savoir qu'il y a quand même cette incertitude. Et comme on le disait, beaucoup de temps, de travail, ne serait-ce que pour confirmer certaines connaissances. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un travail qui va prendre du temps, il faut le savoir. Mais par contre, bien évidemment, énormément de points positifs. Déjà, le fait que pour nous, ça soit une donnée d'entrée, comme on disait, sur les sujets stratégiques. Donc, ça nous aide à construire notre feuille de route au niveau du groupe et sur les prochaines années. Ça permet aussi de voir qu'il y avait une très bonne collaboration entre les différents acteurs, que ce soit nous en interne ou également avec les acteurs externes que l'on a cités. C'est aussi pour nous l'opportunité, après d'avoir fait une première étude sur un produit, de pouvoir l'étendre à d'autres familles de produits du groupe, comme par exemple l'alcool, justement grâce au fait de pouvoir avoir justement gagné en compétences internes sur ces sujets-là et de pouvoir aussi être un leader sur ces démarches ACV dans le domaine sucrier au niveau européen.
Et enfin, toute la participation que l'on a dans les démarches d'achat responsable de nos clients et de nos consommateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que justement, on s'inscrit dans toute la démarche pour un achat responsable. D'accord. C'est très intéressant. Et donc, un cas concret? Et voilà le cas concret. Donc, on a parlé de l'impact de l'emballage. Donc, c'est ce qui nous a donné confiance pour justement switcher d'emballage et abandonner le plastique pour passer sur un emballage craft sur une bonne partie de la gamme Daddy et de plus en plus. Donc, ça nous a donné la confiance justement et vraiment des données chiffrées de l'état des lieux pour se dire, OK, eh bien, on change de stratégie, on passe sur un emballage craft avec certes un petit revêtement encore plastique, mais vraiment quelque chose de concret en termes de choix stratégiques et de produit final. Ok, et ben merci. Et donc, en tous les cas, merci Alexandra pour ce partage d'expérience, en tous les cas, chez Cristal Union. Et puis, on voit donc, je pense que ça va faire des petits, en tous les cas, et puis ça va effectivement une feuille de route prévue pour les prochaines années, issue de toutes ces réflexions sur l'analyse du cycle de vie de la filière betterave-sucre. C'est vraiment très, très intéressant et ça permet de bien illustrer en tous les cas ce que peut accompagner le programme Gringo. Donc là, on passe dans la troisième phase sur les différentes personnes qui participent. Je ne sais pas si vous avez des questions, aussi bien pour Nicolas de l'ADEME sur le programme Gringo en lui-même, ou sinon quelques demandes de précision auprès d'Alexandra sur toutes ces actions qui ont été menées par Cristal Union, Cristalco sur cette démarche d'éco-conception. Donc, soit vous le faites par chat, soit vous pouvez vous manifester directement en ouvrant votre micro. Alors, on a une Ouais, je vois les questions aussi, Vas-y, Benjamin. Nicolas. Comment se fait le choix des experts qui accompagnent les projets? Donc ça, j'imagine, c'est ce que... Alors, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je le comprends comme les personnes qui... Comme EVA, comme voilà, Xavier c'est ça. Chibi-Conseil, Voilà, exactement. comme Alexandra. Ils se font... en fait, nous, tous les contacts qu'on peut avoir avec les différents acteurs, on demande de prendre contact le plus tôt possible avec nous pour qu'on puisse discuter un petit peu de leur projet, de ces acteurs-là. Et généralement, on leur fait suivre en tout cas une liste de personnes qu'on connaît parfaitement, complètement compétentes en tout cas sur des actions d'accompagnement, d'évaluation environnementale. Résultat, après ça se fait, c'est vous qui faites votre choix. Voir certains groupes qui ont intégré en tout cas cette compétence évaluation environnementale ou analyse de cycle de vie peuvent le faire tout seul. On ne demande pas forcément à ce qu'il y ait un accompagnement, mais uniquement quand il y a vraiment un besoin. Donc ça, ce choix-là, en tout cas, il est à la charge du porteur du projet, selon les échanges qu'il a pu avoir avec l'un de ces différents bureaux d'études consultants compétents sur cela. Sur la question de la date butoir. Ouais. Tout à fait. Donc effectivement, ce que je disais, il y a un appel à projet en 2020 avec une date butoir au 17 juillet. C'est c'est dans 9 jours. Donc ça va arriver extrêmement vite. Cependant, le programme Gringo et l'appel à projet ne va pas s'arrêter au 17 juillet soir. On relancera, alors on va juste prendre un peu de temps pour regarder tous les projets qui vont nous être déposés au 17 juillet. On va prendre l'été et puis peut-être le mois de septembre, en tout cas pour regarder ces projets et puis pour voir ce qu'on est en capacité d'accompagner sur notre budget 2020. Pour autant, je pense qu'à partir, alors je ne sais pas précisément, mais soit courant septembre, soit courant octobre, on va relancer un appel à projet pour laisser la possibilité à des porteurs de nous déposer leurs projets, qui plus est maintenant fonctionne au fil de l'eau, donc il y a des dépôts de projets qui peuvent se faire un peu tout au long de l'année. Par contre, ce sera effectivement sur nos budgets 2021. Donc ça, voilà. Ce qui est juste bon à savoir, c'est si vous laissez passer cette date du 17 juillet, c'est juste que ce sont des projets qui seront contractualisés ou qui pourront démarrer en tout cas uniquement plutôt au premier trimestre 2021. Donc ça décale un tout petit peu. Pour autant, il y aura toujours un programme qui sera bien en cours.
Je finis, puis je laisse la parole Ouais. ensuite à Alexandra, puis il y a une question qui la vise. Quelle différence entre un projet d'éco-conception et une modélisation ACV pure? Justement, là, l'exemple de Cristal Union est un bon exemple, c'est qu'ils avaient cette première demande de réaliser une ACV. Donc effectivement qui a été faite dans le cadre du projet, mais ça s'est pas limité à ça. Et c'est ce que je dis aussi, et qui plus est là, ça s'est pas limité à ça. Et maintenant, pour les projets qu'on souhaite accompagner, on souhaite vraiment renforcer en tout cas cette dimension du on va faire une première ACV assez rapide, sans aller chercher la plus fine donnée sur la consommation énergétique de tel appareil, sur les données les plus précises possibles au niveau itinéraire tactique, mais d'avoir en tout cas une première étape on n'appelle pas ça une ACV, mais de diagnostic environnemental, alors qui va utiliser la méthodologie ACV, mais qu'on essaye de faire sur un temps assez restreint, donc de quelques mois. Premier diagnostic, et derrière, sur la base de ce diagnostic, c'est d'identifier, sur la base de ce diagnostic, il va dire où se fait l'impact environnemental du produit, de dire tiens, vu que l'impact environnemental il se fait sur ces étapes-là, voilà quelles sont les pratiques, et d'essayer d'identifier des pratiques qui permettront en tout cas, in fine, et effectivement dans une démarche produit, de pouvoir porter en tout cas à connaissance du consommateur des actions qui ont été mises en place et qui ont permis en tout cas de réduire l'impact environnemental du produit. Donc c'est vraiment cette première étape zéro de la CV, elle doit avoir lieu, évidemment, mais ce n'est que le début de l'étape où voilà, ensuite il va y avoir toute une exercice de réflexion sur les actions possibles, la quantification des gains possibles, le choix, et puis derrière le test et la mise en œuvre. Ouais, pour faire un parallèle un peu bateau, mais l'ACV, ça va permettre de prendre la photo, en tous les cas, des impacts environnementaux du produit. Et après, toute la démarche d'éco-conception va permettre de peaufiner et d'améliorer, de rendre plus jolie cette photo, si on veut continuer un peu le parallèle. Mais voilà, l'ACV est vraiment là juste pour dire, voilà les principaux enjeux, impacts environnementaux de la filière. Et après, la démarche d'éco-conception, ça va être comment accompagner pour réduire et pour améliorer l'impact environnemental de la filière. Et qui plus est, la dimension montée en compétences aussi, c'est aussi ça l'enjeu. Une ACV, généralement, ça se fait avec l'aide d'un bureau d'études, d'un consultant qui va vous faire une ACV, qui va permettre de vous donner effectivement cette photo-là, sans pour autant que vous puissiez vous l'approprier, ou en tout cas, donc c'est aussi ça l'enjeu de ces projets d'éco-conception. Toute la conduite du changement. Exactement, et que à la fin du projet aussi, vous puissiez vous, en interne, disposer de tous les éléments, voire de toutes les compétences et de tout pour pouvoir continuer en tout cas et accompagner cette démarche bien au-delà du simple périmètre du projet. Ouais. On avait deux autres questions, mais plutôt à destination d'Alexandra sur le retour d'expérience, donc de Marie-Laure Dop de Jacques Brossard. Donc, où est-ce que s'arrête l'accompagnement? Est-ce qu'il va jusqu'à la mise en œuvre des actions? À quelle étape s'arrête cet accompagnement par des prestataires externes? Et est-ce que vous avez mis en place des indicateurs de suivi de ces actions? Au-delà de la CV temps zéro, avez-vous des outils pour mesurer vos progrès? Alors, en termes d'accompagnement, ça ne va pas jusqu'à la mise en œuvre des actions. Pour nous, je pense que ça peut dépendre de chacun, de chaque cas. Mais en ce qui nous concerne, nous, les experts, nous ont accompagnés effectivement, comme le disait Nicolas, c'est le cabinet d'expertise pour nous aider à construire la CV et à nous approprier aussi ça pour après, derrière, pouvoir le faire nous-mêmes en interne. Après, l'accompagnement, je pense que ça dépend de votre besoin, de ce que vous souhaitez faire en interne ou pas. Nous, l'accompagnement, il y a eu d'une part la partie ACV pour l'outil, et puis d'autre part aussi nous aider à dégager des pistes. Après, quand on met en place des actions qui en découlent, là, notre choix, ça a été de pouvoir les mettre en place nous-mêmes, mais je pense qu'il doit y avoir des possibilités, j'imagine, où vous pouvez vous faire accompagner aussi après dans le suivi des actions. Pour la partie indicateur, effectivement, bien sûr, faire une ACV pour faire juste un coup d'épée dans l'eau, ça servira à rien. Donc, nous, l'idée, c'était d'ailleurs de se donner un objectif de réduction de 10% sur la mesure que l'on fait, et bien sûr d'avoir des indicateurs de suivi de alors soit des actions, soit des indicateurs vraiment propres chiffrés. Donc, au contraire, c'est très important pour nous, et oui, ça nous a permis de mettre en place des indicateurs.
Et des outils pour mesurer effet aussi, puisqu'on a même acheté justement un outil d'ACV pour pouvoir l'utiliser en interne. Donc le logiciel CIMAPRO en l'occurrence. Qui a un investissement assez important en termes de licence, c'est quand même c'est pas 10 euros quoi. Ok, d'accord. Mais et petite dernière question, mais ça je pense plutôt à destination de Nicolas, sur est-ce que ça peut s'inscrire dans un projet alimentaire territorial, les fameux PAT. Est-ce qu'un projet accompagné peut s'inscrire dans le cadre d'un PAT? Ah. J'ai oublié de voir mon micro. Oui, ça peut s'inscrire. Enfin, à partir du moment où il y a une démarche produit ou même filière, pour autant qu'il y ait une réflexion sur un cahier des charges AOC, AOP, IJP ou autre, il peut y avoir des liens à faire avec un PAT, oui. Je veux bien qu'est-ce que vous entendez par est-ce que ça peut s'inscrire dans un PAT? Oui, à partir du moment où ça porte sur l'alimentation et que ça puisse bénéficier en tout cas à produire à proposer en tout cas une offre alimentaire territoriale, c'est tout à fait possible. Ça peut rentrer dans le cas, d'accord. Laurent, tu veux préciser ta question peut-être? Oui, donc Laurent Bleu, chargé de mission bioéconomie, coopération agricole de France. C'était pour ce qu'il y avait déjà eu un exemple qui avait déjà été fait dans ce cadre-là. Et voilà, dans le cadre d'une démarche un peu vertueuse, dans un cercle vertueux, de créer quelque chose de local et en plus quelque chose d'éco-construit en fait. Alors, je vais vous dire, c'est vraiment pas un projet qui est à l'heure actuelle retenu, mais on est en cours de discussion avec un lycée agricole. Alors, c'est un projet assez atypique, mais bon, je donne quand même l'exemple pour vous dire voilà le niveau de discussion et puis aussi pour la flexibilité aussi qu'on peut se donner pour autant que ça réponde à ce genre de démarche-là. On est en discussion avec un lycée agricole, plutôt côté est de la France, qui possède sa propre installation agricole, donc qui est à la fois opérante sur une dimension production agricole, qui dispose aussi d'une halle de transformation et qui derrière peut aussi dispose d'une offre de commercialisation. Donc à la main sur toutes ces différentes étapes, production, transformation, distribution. Enfin, en commercialisation. Et donc, ils ont trouvé ça intéressant, et éventuellement, nous, on trouve ça également intéressant de les accompagner, alors sur différents éléments, dont notamment les accompagner sur déjà une bonne appropriation de ce qui est démarche d'éco-conception, puis derrière de faire le lien avec les programmes de formation et comment on intègre en tout cas tous leurs étudiants, en tout cas pour les acculturer à ces démarches-là, et puis qui plus est, et fait le lien en tout cas dans le cadre de ce projet avec le PAT, dans lequel est intégré le lycée agricole, dans le sens où ce qui va être produit, le produit alimentaire sur lequel on va travailler en guise d'exemple, en tout cas, va permettre de développer l'offre alimentaire de ce territoire et de faire le lien notamment avec la restauration collective. Donc oui, il peut y avoir des liens qui sont faits entre des projets portés par un acteur lambda et un projet alimentaire qui est dans le territoire d'implantation de cet acteur-là. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions autour de la table virtuelle? Non, rien d'autre. Donc ça a été suffisamment clair. Donc en tous les cas, je voulais remercier Nicolas, Alexandra et puis Sybille aussi pour l'organisation de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci à toi, Benjamin, aussi. Merci à vous. Ouais, et Merci donc de nous avoir invités. ce qui est intéressant en tous les cas d'avoir en tête, même si on va dire la première date butoir est dans 10 jours, c'est ça, pour le programme Grigo, bien d'avoir en tête de toute façon qu'il y aura quand même une dépose des dossiers quand même un peu au fil de l'eau, et donc le programme Gringo de toute façon se poursuit pour 2021, qu'il y aura peut-être cette possibilité sur fin d'année d'à nouveau déposer un dossier mais qui sera validé et actionné seulement en 2021, mais en tous les cas ça vous donne, vous coopératifs, des éléments en tête pour réfléchir peut-être pour construire ce futur projet qui sera accompagné par Gringo. Donc voilà, on vous transmettra les supports, on vous transmettra bien sûr les coordonnées de Nicolas si vous avez des questions un peu plus précises sur un projet que vous avez en tête.
Donc voilà, je tiens à vous remercier en tous les cas de votre participation et n'hésitez pas en tous les cas, après, si vous avez des questions, à revenir vers nous. Pas d'autres questions?